réseau ainsi que le GAL Vosges du Nord pour présenter sa stratégie et notre porteur de projet pour parler de son projet, donc Imodis avec Lucas. Donc le réseau rural et agricole Grand Est, c'est donc deux animatrices, moi-même Alexandra et ma binôme Blandine, avec chacune des thématiques de prédilection, donc leader pour Blandine et le partenariat européen pour l'innovation pour moi-même. Donc, au sein du réseau, nous avons principalement des acteurs des ruralités et de l'innovation en agriculture. Et notre rôle est d'animer ces réseaux d'acteurs, mais aussi de valoriser tous les projets qui ont été ou qui sont financés par le FEADER principalement et les initiatives locales, nationales et européennes, mais aussi donc d'informer sur toutes les thématiques touchant aux ruralités et à l'innovation. Donc pour ce faire, nous avons trois thématiques d'action qui sont la communication, l'animation et les événements, ainsi que la formation. Donc, nous travaillons notamment sur le site du Réseau national agriculture et ruralité dans le terme dans des actions de communication, mais également sur des réalisations de supports comme le livret ou un trombinoscope. Et au sein de la région Grand Est, nous avons une particularité qui est le pacte des ruralités, et donc nous travaillons également dans ce sens-là. Pour ce qui est de l'animation et des événements, nous avons une thématique qui est les Leader Tours. Donc, notamment, nous allons avoir plusieurs échéances au mois de mai à l'occasion du mois de l'Europe. Et en termes de formation, nous allons bientôt pouvoir lancer des formations réglementaires à destination des équipes techniques des GAL. Donc pour compléter ce que disait Alexandra précédemment, déjà enchantée à tous, le pacte des ruralités au niveau de la région Grand Est, en fait, c'est une stratégie avec régionale dans laquelle en fait il y a des aides qui sont dédiées à la ruralité. Donc vous pouvez en savoir plus en allant sur le site de la région Grand Est, tout est expliqué. Il y a plus de 100 mesures qui vont du transport à la biodiversité. Voilà, il y a plein de choses possibles. Et c'est vraiment plutôt voilà, une volonté de soutenir les ruralités. Alors, pour resserrer un peu plus la focale sur Leader, donc en Grand Est, on a 35 groupes d'action locale, donc 35 GAL qui sont répartis sur une bonne partie du territoire. Donc, nous, aujourd'hui, on va aller dans les Vosges du Nord, donc l'ancienne région Alsace, un peu au nord, sur la pointe à droite, on va là-bas. Et voilà, donc à l'échelle de la région Grand Est, voilà, on a une enveloppe dédiée, pour Leader et qui après est donnée à chaque GAL qui instruisent, les dossiers et qui gèrent, voilà, une stratégie localement. Donc je vais laisser, le GAL Vosges du Nord, expliquer, voilà, ce qu'ils font eux sur leur territoire et présenter un peu plus leur territoire, qui est autour de Saverne. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager ma présentation et en attendant, un grand merci au réseau rural national et au réseau rural du Grand Est pour l'invitation et la proposition. On est très content de vous parler du GAL et de notre stratégie et de notre projet Imodis aujourd'hui. Hop, et voilà, normalement ça s'affiche. Je vais juste mettre en plein écran. Euh, alors, attendez, parce qu'on ne vous voit plus. Ouais, on va faire comme ça, merci. Alors, je vais commencer par vous présenter donc notre GAL Vosges du Nord et Lucas ensuite vous présentera le projet Imodis. Donc, comme Blandine l'a présenté, donc notre GAL se situe au nord-ouest du Bas-Rhin, donc ici très précisément. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà.
Alors, on a un GAL un peu particulier. Il est relativement grand comparé à d'autres GAL qui peuvent voilà, exister sur le territoire Grand Est ou national. C'est un GAL qui est coporté par un PETR, donc le PETR Pays de Savane, Plaine et Plateau, un parc naturel régional des Vosges du Nord, mais seulement sur une partie, puisque c'est un parc qui est à cheval sur 2 départements. Donc, c'est la partie alsacienne barinoise du parc qui fait partie de notre GAL. On a une communauté de communes qui ne fait ni partie du pays ni du parc qui s'est joint à notre territoire. Donc voilà, on a un périmètre assez particulier avec certaines communautés de communes qui sont entièrement intégrées sur notre périmètre et d'autres seulement partiellement, puisque sur la partie nord-est du territoire, c'est la partie 100% parc et ce sont des communes qui adhèrent au parc et non des Comcom. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec un périmètre assez particulier et qui rassemble donc 143 000 habitants, 172 communes et 8 Comcom. Donc la période 2014-2022 était pour nous une première expérience leader. Donc le pays et le parc ont choisi de s'associer pour porter une stratégie leader. Donc l'objectif de cette stratégie, c'était vraiment de la construire à la croisée des chemins entre la stratégie du pays et du parc, et donc d'identifier, on va dire, les points de convergence entre les deux structures. Donc, ce qui était ressorti du diagnostic établi dans le cadre de la candidature, c'est des enjeux touristiques forts sur le territoire et notamment autour du massif forestier, puisque le parc couvre évidemment la partie massif des Vosges. Des enjeux autour des ressources locales et des savoir-faire assez forts et particuliers dans les Vosges du Nord, à savoir par exemple le grès des Vosges, le fer, le cristal, qui sont assez emblématiques de notre territoire. Des enjeux forts aussi autour de l'habitat et notamment de l'habitat ancien, qui est une thématique très importante pour le parc naturel régional des Vosges du Nord, qui a vraiment des gros axes de travail sur ces thématiques-là et notamment la préservation du patrimoine bâti traditionnel alsacien. On a aussi des gros enjeux autour de la filière forêt-bois et des matériaux biosourcés. Donc ça, c'est une thématique qui va être croisée avec l'habitat notamment, puisque l'habitat peut être une opportunité de déboucher pour tout ce qui est filière forêt-bois et matériaux biosourcés dans le cadre de rénovation du patrimoine traditionnel. Et on y reviendra puisque c'est un axe fort du projet IMO10. Évidemment, des enjeux agricoles et alimentaires qu'on retrouve sur notre qui sont communs à bien d'autres territoires et aussi des enjeux autour de la transition énergétique. Et donc, suite à ce diagnostic, la stratégie qui a été établie s'est axée autour de la ligne directrice de donner de la valeur à nos ressources. Donc, on avait une première fiche thématique autour de la structuration d'une filière de tourisme durable. Une deuxième fiche qui rassemblait tout ce qui était économie locale, donc à la fois les filières alimentaires, agricoles, mais aussi tout ce qui était savoir-faire locaux non alimentaires, donc ce que j'évoquais avant, le grès des Vosges, le fer, le cristal. Dans cette fiche, on avait aussi une volonté forte de travailler sur la filière brassicole qui est assez importante aussi sur notre territoire puisqu'on a 2 grosses brasseries, Météor et Licorne, que vous connaissez peut-être. Sur les 10 dernières années, on a eu un fort essor de brasseries artisanales également, qu'on a pu accompagner en partie avec Leader. Et on avait une dernière fiche sur tout ce qui était transition énergétique et soutien des énergies renouvelables, de l'utilisation des ressources locales et là encore notamment surtout les matériaux biosourcés et le développement de la sobriété énergétique. Et les 2 axes coopération et ingénierie qui sont communs à tous les GAL. Pour cette première expérience leader, on a une enveloppe de... Oh, j'ai une erreur, pardon, c'est 1 954 000 et des brouettes et pas 1 954 €, pardon. Donc cette enveloppe de presque 2 millions d'euros nous a permis de soutenir 67 projets, hors animation évidemment, puisqu'on a les dossiers animation qui se rajoutent à ces projets.
Et parmi ces 67 projets financés, on en a 42 qui sont portés par des privés, ce qui représente 63%. Et sur ces 42 privés, on a 33 entreprises. Je le spécifie parce que c'était vraiment dès le départ, dès le début de la programmation, c'était vraiment une forte demande et un fort enjeu pour les membres du comité de programmation. Dans le cadre de l'évaluation, c'est quelque chose qui a été souligné comme vraiment un point positif et une grande fierté pour les membres du CoPro d'avoir pu soutenir des entreprises avec les fonds leaders. Et donc, le projet Imodis pour la stratégie leader. Donc, c'est un projet quand même assez emblématique pour nous sur cette stratégie, puisqu'il est vraiment à la croisée des chemins entre plusieurs thématiques. Donc, à la fois, l'enjeu premier, c'était de préserver le patrimoine bâti traditionnel alsacien. Lucas vous le présentera tout à l'heure, mais on est vraiment sur un corps de ferme remarquable, vraiment représentatif de notre bâti alsacien. Le projet a permis une rénovation exemplaire qui respecte le patrimoine, les matériaux qui étaient utilisés à l'époque et qui ont été réinvestis dans le cadre du chantier et des techniques traditionnelles. On a un fort usage de matériaux biosourcés. On a un projet entrepreneurial qui est porté par une entreprise privée avec un modèle économique solide qui tient la route et qui était aussi dans le cadre de la grille de sélection leader un point important pour le comité sur lequel vraiment le comité insistait beaucoup. Et en ça, vraiment, le projet Imodis répondait pleinement à ce critère et à cet enjeu. Et surtout, on a un lieu qui est ouvert au public, donc on n'est pas dans un projet de rénovation du bâti traditionnel qui reste un peu sous cloche et qui ne vit pas et qui fait juste office de vitrine. On a vraiment un lieu qui est ouvert, qui vit, qui est ancré dans la commune, dans le territoire et qui propose toute une offre à la fois aux habitants et aux touristes. Et donc, voilà, qui répond pleinement à l'enjeu de faire vivre bâti traditionnel. Et on a l'espace écomusée qui permet vraiment de partager, de transmettre toutes les connaissances et les savoir-faire autour de ce patrimoine et donc de le préserver, le sauvegarder et voilà, le faire vivre et le transmettre. Et je vais du coup vous passer. Non, avant ça, je vais laisser le réseau rural reprendre la parole pour une petite vidéo et puis ensuite on pourra laisser la parole à Lucas pour présenter le projet Imodis. Merci Audrey. Alors effectivement, dans ce qu'on vous a présenté précédemment, dans les actions du réseau, donc on voit que à travers Leader, on arrive à financer plein de projets sur les territoires. Mais en fait, on s'est rendu compte que parfois ces initiatives n'étaient pas forcément connues ou on n'avait pas forcément de visuel avec ces éléments-là. Donc en fait, ce qu'on vous propose, du coup, c'est maintenant qu'on a eu l'introduction et qu'on sait vers quoi on se dirige aujourd'hui, c'est de vous faire une visite en images, en virtuel, pour que vous ayez un aperçu du projet et de ce qui a été réalisé. L'idée, c'était aussi de se dire qu'en fait, finalement, voilà, les projets, ça parle, les noms pas tout le temps, mais alors qu'une vidéo, généralement, on a déjà une idée un peu plus précise de ce que ça donne. Donc, on vous partage la vidéo qui va arriver. Hop. Et je vous la lance. C'est parti pour 2030. On ne voit pas ton écran, Blandine. Un peu trop de teasing. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Me voici aujourd'hui à quelques kilomètres de Saverne, en pleine campagne, pour vous faire découvrir un tiers-lieu unique en Alsace, au cœur de la commune de Sessolsheim.
Symbolique de la sauvegarde du patrimoine local, cet imposant corps de ferme réhabilité est aussi original dans ses usages. Alors Félix, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une bande de potes qui se réveillent un matin en se disant tiens, on va racheter un corps de ferme, on va monter une société, on va tout rénover. À l'origine, c'est Antoine, un des associés, mon beau-frère, qui repère une annonce sur le Bon Coin. Comment vous fonctionnez au quotidien? Parce que quand on est 10 pour prendre une décision... Au début, c'est compliqué, puisque on est une bande de potes. On termine la première année d'exploitation. Aujourd'hui, dans l'organisation d'Imodis, il y a toujours les 10 associés de départ qui interviennent encore sur le projet pour finaliser des travaux, un petit peu comme on le faisait avant que le lieu ouvre au public. Et ensuite, au niveau de la société, on embauche actuellement 6 personnes. Alors Camille, est-ce que tu peux m'expliquer quel était l'usage de ce lieu avant cette grande réhabilitation? Avant, c'était un domaine agricole viticole, un des plus grands corps de ferme d'Alsace. Donc il est plutôt impressionnant dans son architecture et dans sa taille. Il était connu par tout le monde, quoi. Et il était connu, tout le monde y a passé son enfance. Et maintenant, on en a fait un tiers-lieu, principalement lieu de réception, qui permet d'accueillir plusieurs événements, type mariage, séminaires, événements professionnels. Et on en a transformé actuellement en bar-resto également sur quelques dates. Alors là, on est dans le futur écomusée et clairement, on voit que quand on fait de la rénovation, on n'a jamais vraiment terminé. Il y a Thomas qui doit être en train de faire des travaux et je vais le retrouver. Alors on est où exactement, Thomas? On est dans le futur écomusée, une des parties qui n'est pas encore terminée du projet. C'est quoi exactement un écomusée? Alors pour nous, ça va être un endroit où on pourra recevoir des personnes pour faire du pain dans notre four à pain et aussi l'histoire à travers les objets qu'on a récupérés sur le site. Le partage, la convivialité, c'est finalement tout l'esprit de ce projet de terroir et de territoire qui permet de faire revivre et redécouvrir tous les patrimoines. J'enlève mon partage d'écran. Et maintenant que vous avez eu un deuxième teasing, on va laisser la parole au porteur de projet qui pourra vous en dire un peu plus sur la mise en œuvre et sur l'origine du projet et sa réalisation. On vous redonne la main. Et voilà, ouais, vas-y. Alors bonjour à tous, merci à tout le monde d'être présent et surtout merci de nous laisser l'occasion de pouvoir s'exprimer par rapport à ça. On est vraiment flattés de pouvoir être un peu le porte-étendard de tout ce qui a été fait ici avec ces différents projets. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'est Imodis, même si la vidéo a déjà un peu dégrossi sur le projet, ce qui avait été fait depuis le début. Donc Imodis, pour commencer, alors, ouais, oui. Attendez, petit défaut technique. Ok, c'est bon. Donc, pour commencer par le commencement. Imodis, à la base, c'était les photos qu'on voit en haut. Donc, on avait un corps de ferme qui était complètement fermé sur lui-même. C'est la photo qui est en haut à gauche. Nous, dès qu'on a récupéré le lieu, comment ça s'est passé? C'est Antoine, un des associés, qui traînait sur le Bon Coin et qui a vu cette annonce un peu par hasard. Il en a parlé du coup à mon frère Félix, qui est actuellement le président de la société. Et comme vous pouvez le voir ici, il s'est dit que ce serait une parfaite idée pour pouvoir faire une rénovation. Alors la parfaite idée, c'est relatif à la personne qui la voit parce que comme vous pouvez le constater sur les images, c'était vraiment un lieu qui était en train de se détériorer. Il y avait toute une partie d'un bâtiment qui était effondrée. Donc voilà, mais il a été vraiment porteur de ce projet. Et pour pouvoir mettre en place ce projet, il a sollicité différentes personnes. Ces différentes personnes, donc, c'est des amis, des familles, des couples. Au total, on est 10, comme l'Imodis l'entend, donc c'est 10 associés dans l'immobilier. On n'avait pas forcément de notion dans ce qu'était la rénovation de bâtiments, pas pour la plupart du moins. Il y a vraiment un ensemble de personnes qui viennent de milieux très divers, variés. Il y a des gens qui sont dans le commerce, d'autres qui sont plus dans le marketing, il y en a d'autres qui sont agriculteurs, et il y en avait quand même certains, heureusement, qui avaient des compétences un peu dans le domaine pour pouvoir diriger et orienter le projet qui, d'ailleurs,
au départ, n'était pas du tout construit. On a vu ce bâtiment, on a été intéressé par ce que ça représentait d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue culturel. Nous, on est tous issus d'Alsace, donc forcément, c'est une architecture et une histoire qui nous parlent, mais on n'avait pas forcément d'idée de ce que ça allait devenir. Au début, on discutait de ce que ça pouvait être, faire de l'achat-revente, un spa, escape game. Et au fur et à mesure, on a commencé à construire ce qui allait devenir aujourd'hui donc un tiers-lieu dédié à l'événementiel, les séminaires, les mariages, etc. Mais pas que. C'est surtout aussi la partie voilà, conservation du patrimoine, rayonnement culturel, touristique. L'idée était de vraiment créer un attrait pour cette région qui nous tient à cœur tous, c'est pour l'Alsace, et pour essayer de mettre ça en avant de bien des manières. Donc, je vais vous montrer un peu des photos des travaux, de comment c'était un peu avant, pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que là, on a eu un reportage qui montrait l'état actuel du lieu, mais il faut savoir qu'avant, c'était très délabré. On a des photos en haut à gauche de comment c'était une fois qu'on a vidé les lieux, parce qu'il y avait vraiment encore, enfin quelques années auparavant, il y avait des gens qui habitaient encore. Pour replacer un peu dans le contexte, à l'époque, c'était une ancienne maison qui voilà, qui était issue d'une famille assez riche, d'une famille dîmière, donc qui prélevait l'impôt, qui avait des terres, donc il y avait beaucoup de personnes qui vivaient là-bas. Et 7 ans avant qu'on reprenne le projet, il y avait encore l'un des derniers descendants qui habitait dans les lieux. Donc là, vous pouvez voir l'idée durant tout ce projet, avant même qu'on sache ce qu'on allait en faire, c'était de pouvoir faire une conservation et une préservation du patrimoine, avant tout architectural du lieu. Donc on a récupéré la quasi-totalité des éléments qui étaient déjà présents, que ce soit au niveau du mobilier, au niveau des tonneaux et des fûts qui étaient dans la cave, et surtout aussi même des matériaux qui ont été tous réutilisés et réemployés. Là, on peut le voir d'ailleurs sur la partie en haut à droite avec l'ancien nouveau. L'idée, ça a été quand même de pouvoir apporter une structure nouvelle au bâtiment, mais en conservant donc des techniques anciennes et en conservant des matériaux anciens. Il y a eu plusieurs étapes assez importantes dans ce projet, notamment une qui est assez très évocatrice de la démesure du projet, c'est celle qui est en haut à droite avec le levage de la charpente. Pour des raisons techniques, voilà, on a construit la charpente sur le sol et on l'a levée. On a fait ça pour les deux bâtiments. Et une fois de plus, les images qui sont en bas, c'est vraiment pour illustrer cette interconnexion entre l'ancien et le nouveau. En bas à gauche, on a les tuiles et tout ce qui a été parti en grès, qui a donc été stocké pour pouvoir être réutilisé. Hein. L'intégralité des tuiles qui ont été posées, soit c'est des tuiles qui étaient déjà sur le domaine, soit c'est des tuiles qu'on a récupérées en Alsace sur des corps de ferme. Donc c'est que des tuiles à l'ancienne de type Biberschwanz qui ont été, comme vous le voyez sur la photo en bas au milieu, nettoyées et revalorisées pour pouvoir faire la partie toiture. Également sur la photo en bas vers la gauche, ancien nouveau, on a donc la nouvelle charpente qui a été construite autour de l'ancienne charpente. Donc les pièces de charpente ont été reprises, retravaillées pour qu'elles soient remises en valeur. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que dès qu'on se trouve dans le lieu, tout paraisse comme à l'époque. Une fois de plus, voilà, on a quelques petites illustrations des reprises en sous-œuvre. L'idée, c'était de conserver un maximum ce qu'on avait déjà sur place, parce que c'est vraiment ce qui allait participer à l'attrait du lieu et faire vivre donc le patrimoine par rapport à ça. Maintenant, des illustrations de ce que c'est actuellement. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir voir les marqueurs de ce qui était déjà présent et de les voir comment ça a été réemployé actuellement. On peut le voir dans la salle Anna Maria en haut à gauche, tout ce qui est partie boiserie sur la partie haute, ça a été du réemploi, c'était vraiment tel quel à l'époque. Alors pour des raisons techniques, forcément, il y a eu des aménagements neufs, mais on voit la colonne par exemple qui a été creusée et réutilisée pour être mise en place, la cave avec les moellons en grès qui ont été sablés et autres pour être remis en valeur, les pièces de la salle cathédrale également de l'ancienne boiserie. Je ne vais pas passer tout en détail, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes et le reportage aussi. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me... Une fois de plus, pour illustrer un peu mes propos, on a des présentations avec donc avant, au moment où on a récupéré les lieux, pendant les travaux et donc après, avec un point de vue qui est donc similaire. Une fois de plus, on va reprendre différentes illustrations pour un peu que ça puisse
être plus évocateur pour tout le monde. Ça, c'est la partie intérieure. Et surtout, la partie donc écomusée, c'est vrai que dans la revalorisation, etc., on en parle, hein, mais toutes ces aides qui nous ont été apportées, c'est justement ce qui nous a permis de faire toutes ces transformations architecturales. Là, c'est bien illustré une fois de plus sur la partie écomusée, donc qui est vraiment un but de revaloriser le patrimoine alsacien, parce que ça passe pas que sur la partie architecturale, mais ça passe aussi par tout ce qui s'y fait et comment on y vit. Donc là, on a des photos avant, après aussi de différentes pièces, les fours qui étaient sur place, qui ont été retravaillés et remis donc en utilisation. Je vais vous montrer encore hop, des photos supplémentaires, toujours de cette partie écomusée pour pouvoir mettre en avant le patrimoine. L'idée de tout ça, et ça va être ma dernière diapositive, c'est vraiment de faire une prolongation dans ce qui a déjà été fait en amont. Ce lieu, il était déjà chargé d'histoire, c'était vraiment représentatif de l'Alsace, de ce qu'on aime, et toute cette aide qu'on a apportée, enfin qu'on a reçue par rapport à ça, ça, comme vous l'avez vu avant, eu un impact direct sur la partie bâtie, si je puis dire, mais ça a une forte valeur ajoutée sur tout ce qu'il y a autour. Donc la conservation du patrimoine, faire en sorte que les artistes puissent s'impliquer dans le projet, créer de l'attractivité touristique et économique d'un point de vue local, régional, etc. Sensibiliser les gens aussi à tout ça, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent d'ailleurs. Ça a des enjeux sociaux aussi dans la mesure où on a des acteurs locaux qui encore maintenant peuvent intervenir par rapport à ça. Et tout ce qui est partie écologie, hein, on en parlait juste avant, mais il y a eu énormément d'utilisation de matériaux biosourcés. Alors bon, tout ce qui est isolation, j'ai là pas de photo à vous montrer parce que actuellement c'est un peu caché. Mais voilà, avec tout ce qui est chaud, rendu à la chaux, avec utilisation de poêle biomasse, le miscanthus, voilà, il y a vraiment une forte implication dans la partie durabilité, écologie, emploi de matériaux, comme vous avez pu le voir dans les techniques et dans tout ce qui est la partie architecturale. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur la présentation de ce projet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et encore merci à tous les acteurs présents ici qui nous ont permis de faire tout ça. Et merci à tout le monde pour votre écoute.